كذا محاولة لاغتيالي بشكل ما. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les chefs d'État de la Ligue arabe réunis en Égypte pour évoquer la création d'une force militaire conjointe sur fond de crise au Yémen, alors que la coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit ses frappes contre la milice chiite Houthi. À 4 jours de la date butoir sur le nucléaire iranien, les négociations s'intensifient à Lausanne ce week-end entre l'Iran et les grandes puissances. John Kerry rencontre ses homologues français, allemands et iraniens. Crash de la Germanwings, les opérations de recherche et d'identification des victimes se poursuivent. Selon son ex-compagne, le copilote Andreas Lubitz voulait que tout le monde se souvienne de son nom. Et à suivre également dans ce journal, quelques 69 millions d'électeurs aux urnes pour les élections présidentielles et législatives au Nigeria. Un vote sous la menace de Boko Haram. Au moins 2 personnes ont été tuées par des hommes armés. C'est en pleine crise au Yémen que les chefs d'État de la Ligue arabe se retrouvent ce samedi à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de mettre sur pied une force militaire arabe. À l'origine, ce projet de création d'une force multinationale avait été porté par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour lutter contre les groupes terroristes, en particulier contre l'organisation de l'État islamique. Le roi d'Arabie Saoudite, dont le pays conduit les frappes aériennes sur le Yémen, a promis que cette intervention durerait jusqu'au retour à la sécurité, alors que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé au contraire à une résolution pacifique du conflit. Pour les chancelleries américaines et britanniques, une solution politique négociée serait aussi la meilleure solution à la crise yéménite. L'opération Tempête décisive vise à soutenir le président Hadi, menacé par l'avancée des miliciens houthis. Et puis sur le terrain au Yémen, de nouvelles frappes ont eu lieu cette nuit, notamment sur l'aéroport de Sanaa, la capitale, et sur Aden, dans le sud, parfois avec des incidents. 2 pilotes saoudiens ont été sauvés par l'armée américaine après s'être éjectés de leur F-15. Riyad a remercié Barack Obama qui a assuré le souverain saoudien du soutien de Washington. Riyad s'est en revanche attiré les foudres du Hezbollah qui dénonce une agression des sunnites contre les rebelles chiites. Pour Hassan Nasrallah, l'issue de cette bataille est claire. L'Arabie Saoudite sera vaincue et le peuple yéménite remportera une victoire incontestable. Le chef du Parti de Dieu a appelé les dirigeants saoudiens au dialogue car il estime que la porte est encore ouverte. Les frappes ont fait une 50aine de morts et près de 200 blessés en 3 jours. L'ONU a d'ailleurs évacué une centaine d'employés étrangers de Sanaa en raison de l'aggravation des conditions de sécurité. L'armée libanaise a étendu son contrôle sur le secteur entre les localités de Ras Baalbek et de Hersel dans la Bekaa. La troupe a mené une opération qui a débuté vendredi à l'aube et qui s'est terminée dans la soirée. Opération qui a permis à l'armée de reprendre plusieurs points stratégiques où se trouvaient des djihadistes. Ces derniers mois, l'armée libanaise s'est retrouvée plusieurs fois aux prises avec des djihadistes venus de Syrie. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu en août dernier dans la localité frontalière de Hersel. Un énorme incendie a détruit une dizaine de tentes dans un camp de réfugiés syriens au Liban Nord. Le sinistre a eu lieu dans les environs de Kebet Shamra au Akkar. Un court-circuit électrique serait à l'origine de l'incendie qui a pu être maîtrisé. Aucune victime n'est à déplorer. Première agence AMI travaille au Liban depuis assez longtemps, puisqu'on a commencé à travailler en 2001 et on n'a jamais arrêté depuis. Donc on travaille pour les 2/3 de nos activités liées à la problématique des réfugiés syriens sur santé, eau, assainissement, ce qu'on appelle shelter, c'est-à-dire les abris. On travaille sur la zone de Saïda, Mont-Beyrouth et le Akkar. Pour le moment, il y a 859 officiellement réfugiés qui habitent ici. Ça fait à peu près 180 familles, 178 familles. Ça reste le plus gros centre collectif au Liban. C'est pour ça peut-être qu'il y a une certaine attraction parce que ça concentre un peu les différentes problématiques que vivent les réfugiés syriens au Liban en ce moment. Les premières familles, une vingtaine, trentaine de familles sont arrivées très tôt, fin 2012, qui se sont installées spontanément dans un bâtiment qui offrait un minimum d'abri.
Et puis en 2013, le reste sont arrivés doucement. Pour la plupart, c'est des gens qui sont issus de la même région rurale en Syrie. Donc je pense qu'à travers leur propre réseau, les premiers arrivés ont attiré les autres. Et donc en 2013, fin 2013, le centre était plein. À l'origine, c'était vraiment uniquement une structure dalles de béton et piliers. Donc on a rendu, avec tous les différents partenaires qui interviennent avec nous, sur différents financements, du HCR principalement, rendu le bâtiment entre guillemets habitable, rajouter l'eau, rajouter les sanitaires, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un minimum de vie possible. Et puis au fur et à mesure de l'installation, les partitions internes, de manière à ce que chaque famille ait un peu plus de privacy. Un gros accès scolaire qui manquait jusqu'à maintenant, d'où le fait d'une ouverture d'une école et maintenant qu'on intègre dans l'école normale libanaise. Et puis pour éviter que les enfants aient tendance à se retrouver dans la rue en zone périphérie d'ici, on a effectivement monté tout un ensemble de jeux, d'éducation éducative, sociale, qui renforce un peu la cohésion ici aussi, et puis qui permet d'être sûr que les enfants ne soient pas, entre guillemets, désœuvrés et à ce moment-là soient plus vulnérables à d'autres éléments. Alors on écoutait le chef de mission de première urgence, Aide médicale internationale, une ONG française mobilisée à travers le pays pour apporter une aide d'urgence aux populations affectées par la crise syrienne. Une entreprise barbare d'éradication ethnique et religieuse, c'est en ces termes que le ministre français des Affaires étrangères a qualifié la persécution des chrétiens d'Orient. S'exprimant au siège de l'ONU à New York, Laurent Fabius a appelé la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour que cette communauté puisse regagner ses terres. Écoutez. Aux minorités du Moyen-Orient, nous devons montrer que nous sommes à leur côté et aux côtés des États respectueux de la diversité. Et aux terroristes de Daesh, que nous les combattrons sans relâche et que nous allons les mettre en échec. Laurent Fabius qui est à Lausanne ce samedi à 4 jours de la date butoir sur le nucléaire iranien. Les négociations s'intensifient ce week-end entre l'Iran et le groupe des grandes puissances. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré ses homologues français et allemands à la mi-journée avant de s'entretenir avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. L'enjeu, vous le savez, l'Iran a tout à fait le droit au nucléaire civil. Mais en ce qui concerne la bombe atomique, c'est non. Les discussions ont été longues, difficiles. On a avancé sur certains points, sur d'autres, pas encore suffisamment. Évidemment, ce qui est très important, c'est le contenu même des engagements qui doivent être pris. Mais aussi, j'y insiste, la transparence du mécanisme et le contrôle pour qu'on soit sûr que les engagements pris sont respectés. Alors je vais voir dans un instant mes partenaires et probablement cet après-midi aussi et demain et j'espère que nous allons pouvoir avancer. Dans un instant, nous ferons le point sur la fin de la saga judiciaire autour du meurtre de l'étudiante britannique Meredith Kercher. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Au fur et à mesure des investigations, on en apprend chaque jour un peu plus sur le jeune copilote allemand de l'avion de la Germanwings. Andreas Lubitz voulait que tout le monde connaisse son nom. Nouvelle révélation du quotidien allemand Bild qui publie ce samedi un entretien avec une hôtesse de l'air présentée comme son ex-compagne. La jeune femme explique qu'il avait promis qu'il commettrait un jour un acte qui changerait le système. Les éléments recueillis depuis le drame ont dessiné le profil d'un homme psychologiquement fragile, victime d'un épisode dépressif grave en 2009. L'enquête a révélé que le copilote n'aurait pas dû voler le jour du drame, car il faisait l'objet d'un arrêt maladie. Andreas Lubitz, qui était âgé de 27 ans, s'est enfermé seul dans le cockpit de l'avion et a probablement provoqué la catastrophe, entraînant dans la mort les 149 autres passagers et membres d'équipage de l'appareil qui effectuait mardi la liaison entre Barcelone et Düsseldorf. Et puis en France, les recherches continuent sur les lieux du crash. La deuxième boîte noire qui contient les données de vol n'a toujours pas été retrouvée. Au Vernet, l'accueil des proches des victimes se poursuit avec un gros dispositif d'accompagnement et de prochains aménagements. Une cérémonie religieuse s'est tenue ce samedi. Les familles des victimes vont par ailleurs recevoir une première aide allant jusqu'à 50 000 € par passager versée par le groupe Lufthansa.
Pendant ce temps, les autorités françaises ont affirmé que le processus d'identification des corps, dont aucun n'est intact en raison de la violence du choc, va se poursuivre la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Un laboratoire a été installé sur place pour accélérer les analyses. Écoutez. À ce jour, la catastrophe aérienne a fait des profondes dégradations et nous n'avons pas retrouvé un seul corps intact. Nous avons retrouvé des éléments de corps et des éléments biologiques qui sont actuellement en cours d'examen sur la chaîne post-mortem que nous avons définie derrière nous. Journée électorale au Nigeria, quelques 69 millions d'électeurs se rendent aux urnes. Pour les élections présidentielles et législatives, c'est le scrutin le plus serré depuis la fin du régime militaire en 1999. Le chef de l'État sortant, Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, remet son mandat en jeu dans les urnes. Face à lui, son principal adversaire et opposant est Muhammadu Buhari, un musulman du Nord et ancien militaire qui a déjà dirigé le pays. Les deux hommes que tout oppose ont multiplié les appels au calme malgré quelques invectives pour éviter des violences meurtrières comme en 2011. Mais au moins 2 personnes ont été tuées ce samedi dans l'attaque de 2 bureaux de vote dans le nord-est du pays. 12 autres candidats sont également en lice pour diriger la première puissance économique et pétrolière d'Afrique où sévit une corruption endémique. Le Nigeria est également en proie depuis 6 ans à la violence des islamistes de Boko Haram qui a déjà fait des milliers de morts. Verdict surprise en Italie. La Cour de cassation met fin à 8 ans de rebondissement judiciaire dans l'affaire du meurtre de l'étudiante britannique Meredith Kercher. La joie et le soulagement pour Amanda Knox. L'Américaine est définitivement acquittée. La justice italienne a annulé sa condamnation et celle de son ex-petite amie. En janvier 2014, elle avait été condamnée en appel à 28 ans de prison. Raffaele Sollecito a 25 ans de prison. Tous deux sont aujourd'hui libres. Ils auront passé 4 ans en détention. La Cour de cassation italienne met en avant une insuffisance de preuves concernant la culpabilité des 2 jeunes gens. Ils avaient été condamnés en première instance, puis acquittés en appel et à nouveau condamnés. Meredith Kercher avait été violée et tuée de 47 coups de couteau dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox à Pérouse en novembre 2007. L'Ivoirien Rudy Guédé, condamné à 16 ans de prison, reste le seul à avoir été incarcéré dans cette affaire. La navette Soyouz est en route vers la Station spatiale internationale. Elle a décollé vendredi soir de Baïkonour au Kazakhstan avec à son bord 3 astronautes, un Américain et 2 Russes. 2 d'entre eux, Mikhail Kornienko et Scott Kelly, sont partis pour une mission d'1 an, la plus longue période depuis que l'ISS accueille des passagers. La durée habituelle est de l'ordre de 6 mois. Selon la NASA, cette mission vise à collecter des données biomédicales pour préparer les missions habitées de longue durée dans l'espace. Les scientifiques espèrent en effet envoyer des hommes sur Mars d'ici à 2030. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les chefs d'État de la Ligue arabe réunis en Égypte pour évoquer la création d'une force militaire conjointe sur fond de crise au Yémen, alors que la coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit ses frappes contre la milice chiite Houthi. À 4 jours de la date butoir sur le nucléaire iranien, les négociations s'intensifient à Lausanne ce week-end entre l'Iran et les grandes puissances. John Kerry rencontre ses homologues français, allemands et iraniens. Crash de la Germanwings, les opérations de recherche et d'identification des victimes se poursuivent. Selon son ex-compagne, le copilote Andreas Lubitz voulait que tout le monde se souvienne de son nom. Et puis quelques 69 millions d'électeurs aux urnes pour les élections présidentielles et législatives au Nigeria. Un vote sous la menace de Boko Haram. Au moins 2 personnes ont été tuées par des hommes armés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. N'oubliez pas que l'on passe à l'heure d'été ce soir. Il faudra donc avancer vos montres d'1 heure à minuit. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. كذا محاولة لاغتيالي